Bonjour tout le monde. Alors, mon exposé va aborder le thème du rôle des individus dans l'histoire. Centraal in mijn uiteenzetting staat de rol van het individu in de geschiedenis. Et donc, ce que je vais tenter de répondre comme question dans mon exposé, c'est qui fait l'histoire? Est-ce que ce sont les grands hommes, les grands individus, les généraux, les ministres, les rois? Ik zal het hebben over de vraag wie maakt er eigenlijk de geschiedenis. Zijn dat de grote mannen, de presidenten, de koningen, de ministers of de generaals? Dans les manuels d'histoire, on nous explique souvent l'histoire par l'action des grands hommes, par les Napoléon, par les Jules César, par les Alexandre le Grand. De lessen geschiedenis die verlopen meestal de lessen van de levens van de grote personen. Napoleon, Julius Caesar en Alexander de Grote. Et souvent, certains enjeux historiques sont résumés à des conflits interpersonnels. En meestal komt erop neer dat geschiedenis gedoseerd was als een strijd tussen individuen. Par exemple, la lutte qu'a menée Trotsky contre le régime stalinien est souvent résumée dans les manuels d'histoire à une lutte entre Trotsky et Staline pour le pouvoir en URSS, pour l'héritage de Lénine. Een heel goed voorbeeld is de strijd van Trotsky tegen het Stalinisme. Dat wordt in veel gevallen uitgelegd en gereduceerd tot een persoonlijke strijd tussen Stalin en Trotsky om de macht in de Sovjet-Unie. Mais est-ce que cette vision est vraie? C'est ce qu'on va voir dans cet exposé. Maar is deze opvatting wel correct? We zullen dit proberen te achterhalen in deze uiteenzetting. Alors, initialement, je comptais à un moment parler dans mon exposé de Staline-Trotsky, mais malheureusement, j'ai dû retirer ce passage. Je fais un peu un excursus par rapport à la feuille. Et donc, si la question vous intéresse, je vous invite à acheter notre nouveau livre. On republie en fait la biographie qu'a écrite Trotsky sur Staline, qu'il n'a pas fini avant de mourir. Et là, c'est la version, c'est une version inédite, c'est la version la plus complète en français. Voilà, petit moment de publicité. Hij wil een zijsprongetje maken. Dus hij zegt dat we dus een nieuwe vertaling uitgebracht hebben van de visie van Trotsky over de rol van Stalin. Het is zeer interessant met allemaal nieuwe notities. Het is daar te koop. Donc cette question du rôle des individus dans l'histoire, elle peut paraître assez éloignée de la lutte pour le socialisme. Dus de kwestie van wat is de rol in de geschiedenis van het individu kan ver afstaan van het feit wat is socialisme eigenlijk. Mais en réalité, c'est une question qui est extrêmement importante. Maar in werkelijkheid is het zeer belangrijk. En effet, elle consiste à poser la question de quel est notre rôle en tant qu'individu, en tant que militant révolutionnaire, en tant que communiste, dans la lutte pour la transformation socialiste de la société. In feite komen we erop neer dat we onszelf de vraag stellen, welke rol spelen wij eigenlijk als militante communisten? Welke rol hebben wij als revolutionaire marxisten? En welke zijn onze taken dat we moeten opnemen in de strijd voor een socialistische transformatie? Et donc finalement, cette question, pour nous, elle se résume aussi à la question quelles sont nos tâches politiques. Ok. Donc souvent, le marxisme est réduit à une forme de déterminisme économique où les individus ne jouent aucun rôle et où tout est déterminé par les conditions économiques. Marxisme wordt soms voorgesteld tot een vorm van economisch denken, een economisch determinisme, waarbij dat individuen geen rol spelen en alles bepaald wordt door de economie. Dat is een zeer verkeerde manier van zien. Cette vision, elle est fausse. T'as déjà traduit? Oui. Okay. Pour les marxistes, l'histoire, elle ne fait rien. L'histoire n'est pas une entité métaphysique qui existe au-dessus de la tête des hommes. Ce sont les hommes et les femmes concrets avec leurs intérêts, avec leurs volontés concrètes qui font l'histoire. Als wij als marxisten naar de geschiedenis kijken, dan bekijken we dat niet als een metafysisch iets dat boven de hoofden van iedereen zweeft. Een geschiedenis wordt gemaakt door concrete mensen, echte mannen en vrouwen, die met hun eigen wil en belangen zelf de geschiedenis maken. Et ce point de départ, en fait, il découle de l'approche matérialiste de Marx. Je continue. Ok. On peut partir, pour comprendre l'histoire, on ne peut partir que des individus réels et de leur activité pratique concrète.
dire qu'il existe quelque chose qui serait au-dessus de la tête des hommes, qui ferait l'histoire au-dessus de la tête des hommes, c'est déjà ne plus être dans une approche matérialiste. We zeggen dit omdat we een materialistische en wetenschappelijke benadering hebben van de geschiedenis. We kunnen maar uitgaan van echte personen, echte gebeurtenissen en de concrete praktische dingen dat de mensen doen. Het zeggen dat er iets boven de hoofden van de mensen zweeft, is in feite het terrein van het materialisme verlaten en is niet meer marxistisch denken. Le développement historique est donc, si on veut, le résultat, la somme de l'ensemble de la pratique des activités concrètes des individus. Dus de historische ontwikkeling is in feite het resultaat van de praktijk, in feite, de som van alle daden van alle individuen. Ce sont donc les hommes et les femmes qui font leur propre histoire, mais ils ne la font pas dans des conditions qu'ils ont choisies. Het zijn in feite de mannen en de vrouwen zelf die hun eigen geschiedenis maken, maar ze doen dit niet in de omstandigheden waarvoor dat ze zelf gekozen hebben, maar in de voorwaarden die het resultaat zijn van de menselijke geschiedenis. Mais de conditions en fait, qui sont le résultat de l'ensemble de l'histoire qui les a précédés, l'histoire humaine qui les a précédés, et qui s'imposent à eux indépendamment de leur volonté indépendamment de leur volonté et indépendamment de s'ils s'en rendent compte. Dus in feite, heel die menselijke geschiedenis, dat wordt in feite opgelegd aan de mensen, is onafhankelijk van hun wil en ze snappen ook niet hoe dat gebeurt. Les êtres humains, pour vivre, doivent transformer la nature pour qu'elle réponde à leurs besoins. Ils doivent produire, travailler. De mens moet de natuur zo veranderen om te kunnen overleven dat hij of zij in zijn eigen behoeften kan voorzien. Dus hij of zij moet produceren. Mais les humains sont des animaux qui sont sociaux et donc la production elle est aussi sociale. Maar de mensen zijn sociale dieren, dus productie is ook een sociaal proces. Un enseignant qui donne cours ne peut que donner cours si des personnes produisent de la nourriture, des vêtements, si des gens ont produit la salle de classe, si les connaissances ont déjà été produites avant, etc. Een leraar kan alleen maar lesgeven omdat andere mensen voorzien in zijn loon en met dat loon koopt hij voedsel en kleding. Et donc, ce que je veux expliquer ici, c'est que en fait, les conditions non choisies dans lesquelles les hommes et les femmes font leur histoire, eh bien, c'est avant tout les rapports qu'ils nouent dans le processus de production. Dus die omstandigheden die de mensen niet zelf gekozen hebben, dat gaat in feite over de productieverhoudingen. Je vais prendre un exemple pour éclairer mon propos. Ik zal een voorbeeld geven. Dans la société capitaliste contemporaine, si on n'a pas de capital, eh bien, pour vivre, on est obligé de travailler en échange d'un salaire. Dus als we vandaag in het kapitalisme leven, ik ben verplicht om te werken voor een loon, om te overleven. Et ceci, qu'on le veuille ou non, et qu'on se rende compte ou non que ce rapport salarial est un rapport d'exploitation. En of ik het nu leuk vind of niet, ik moet werken. En of ik het nu besef of niet, dat werk is in feite een verhouding van uitbuiting. Le matérialisme historique, qui est la vision marxiste de l'histoire, est l'analyse de ces conditions et des lois qui régissent ces conditions. Het historisch materialisme, dat de marxistische visie op de geschiedenis is in feite de analyse van deze omstandigheden. En van de wetten die deze omstandigheden vormgeven. Et ce qui est vrai pour les individus de manière générale, l'est aussi pour les grands individus, les grands hommes qui ont marqué l'histoire. En wat voor jou en voor mij telt, telt ook voor de grote mannen van de geschiedenis, de mensen waarvan dat iedereen hun naam nog weet. Aussi intelligents ou charismatiques que peuvent être ces grands personnages, ils se trouvent toujours dans certaines conditions matérielles et certains rapports sociaux dont ils ne peuvent s'extraire. Dus hoe intelligent of hoeveel charisma dat die grote mensen toch hebben, ze zijn altijd in bepaalde sociale en materiële omstandigheden waaraan dat ze niet kunnen ontsnappen. Mais avant de continuer l'analyse du rôle de ces grands individus dans le processus historique, nous avons d'abord un fait intéressant. Maar voordat we voortgaan met die grote mensen, gaan we ons eerste keer met iets anders bezighouden, een interessant feit. Les historiens bourgeois,
quand ils racontent l'histoire par l'action des grands individus, eh bien, ils réduisent à néant le rôle des masses pauvres, dominées, exploitées dans le processus historique. Dus de burgerlijke historici, door zoveel belang te hechten aan al die grote figuren, reduceren eigenlijk het belang van de arme en uitgebuite onderdrukte massa's, de overgrote meerderheid van de bevolking, ze reduceren dat tot niks. Et ces masses, elles représentent, et elles ont représenté toujours la grande majorité de la population. C'est déjà dit? Oui. Okay. Et à l'inverse, c'est vrai que nous, marxistes, donc si on pense que ces grands individus jouent un rôle dans l'histoire, on sait que ce rôle, enfin, on pense que ce rôle est limité, et je vais expliquer comment plus tard. Mais donc ça nous permet en fait de quand on explique l'histoire, en fait, d'expliquer l'histoire comme l'histoire des masses, l'histoire de la lutte des classes. Dus het is waar dat wij als marxisten geloven in feite dat de invloed van die grote personen in feite, het is een reële invloed. Ze hebben geleefd, ze hebben dingen gedaan, maar die invloed is beperkt. En het stelt ons in staat om de geschiedenis op een andere manier te verklaren, maar te verklaren de geschiedenis van de massa's. En wat is de geschiedenis van de massa's? Dat is de geschiedenis van de klassenstrijd. Maintenant qu'on a dit ça, on peut essayer de voir quel est le rôle de ces grands individus dans l'histoire. Maar toch hebben marxisten iets gezegd over de rol van die grote personen. Wat hebben ze gezegd? Hegel, qui est un philosophe important pour les marxistes, expliquait que les accidents qui sont, donc les accidents au sens philosophique du terme, donc ce sont les choses qui peuvent ne pas être, expriment en fait toujours de la nécessité, quelque chose de nécessaire. Dus Hegel, een filosoof die voor marxisten heel erg belangrijk is, legde uit dat ongelukken niet in de zin dat u beenbreekt, maar ongelukken in de filosofische zin van het woord, dingen die er niet had kunnen zijn, alhoewel ze een belangrijke invloed kunnen hebben, dingen die niet hadden kunnen zijn, zijn altijd de uitdrukking van een noodzakelijkheid. Dit dans l'autre sens, c'est de dire que en fait, la nécessité s'exprime toujours à travers des accidents. Dus de noodzakelijkheid die komt altijd tot uiting door toevalligheden eigenlijk. Cette relation entre accident et nécessité, en fait, elle peut nous aider à comprendre le rôle des grands individus dans l'histoire. Dus deze relatie die Hegel uitlegde tussen toeval en noodzaak, kan ons ook helpen om uit te leggen wat de rol van die grote mannen is in de geschiedenis. L'émergence d'un Napoléon ou de tout autre grand personnage historique est quelque chose de largement accidentel. Dus de opkomst van Napoleon of een of andere grote is iets dat voor het grote deel toevallig is. Mais l'émergence de ces grands individus, eh bien, répond en fait à un besoin social, à une nécessité sociale. Par exemple, l'accident Napoléon répondait à la nécessité de la stabilisation du pouvoir bourgeois après la Révolution française. Maar de opkomst van een historische figuur, alhoewel het toeval is, beantwoordt toch aan een sociale noodzakelijkheid. Bijvoorbeeld, Napoleon, het toeval Napoleon, is in feite de maatschappelijke noodzaak, was er toen op dat ogenblik om de burgerlijke macht te stabiliseren. En daarom is Napoleon ontstaan. Et donc, ces accidents vont déterminer la forme que va prendre la nécessité, mais ne va pas déterminer la nécessité en tant que telle, ni son contenu. Maar deze ongevallen, dus in feite het feit dat Napoleon bestaat, dat bepaalt ook de vorm van die noodzaak, maar niet die noodzaak op zichzelf. Qu'un grand homme particulier apparaisse dans un pays précis à un moment particulier, c'est quelque chose de totalement accidentel. Mais si on supprime cet individu, je ne dis pas le tuer, hein, j'ai supprimé, si on le retire du développement historique, eh bien, il y aura une demande pour son remplacement, et cette demande, eh bien, ce remplacement viendra tôt ou tard. Dat een bepaald groot man op een bepaald moment in een bepaald land verschijnt, is natuurlijk toeval. Maar als we hem verwijderen, niet in de zin dat we hem kapot maken, maar gewoon geschiedkundig verwijderen we hem, dan komt er een vraag naar een vervanger van die persoon. En die vervanger, die komt er automatisch. Plekhanov, un marxiste russe, dans un texte sur le rôle de l'individu dans l'histoire, disait la chose suivante.
Dus Plekhanov, een Russische marxist, legde het zeer goed uit en hij zei het volgende. Un grand homme n'est pas grand parce que ses qualités personnelles donnent des caractéristiques individuelles aux grands événements historiques, mais parce qu'il possède des qualités qui font de lui le plus capable de servir les grands besoins sociaux de son temps, besoins qui apparaissent comme un résultat de causes générales et particulières. Dus een groot man zoals Napoleon bijvoorbeeld is niet groot omdat zijn persoonlijke, individuele kenmerken groot zijn, maar omdat hij kwaliteiten bezit die hem in staat stellen om aan die maatschappelijke behoeften van zijn tijd te voldoen. Trotsky aussi explique dans un de ses textes que ce qui fait un roi, c'est pas la couronne ou le manteau d'hermine, mais c'est un rapport entre hommes. Trotsky legt in een van de teksten ook uit dat een koning, wat een koning maakt, is niet de kroon die hij heeft of de stoel waarop hij op zit of zijn mantel, maar de relatie tussen de mensen. Een koning is een koning, zegt hij, alleen omdat door zijn persoon de belangen en de vooroordelen van miljoenen mensen worden weerspiegeld. Et donc Trotsky dit la chose suivante: un roi est un roi que parce qu'au travers de sa personne se réfractent les intérêts et les préjugés de millions d'hommes. Oui, ok. C'est pour cette raison que dans des situations historiques similaires, sont nécessaires des personnalités aux caractéristiques individuelles similaires pouvant jouer le rôle de roi, de dirigeant ou de chef. Daarom zijn er in vergelijkbare historische situaties, bijvoorbeeld perioden waarin de klassen... Non. Ja, je donne l'exemple après. Donc, Nee, hij draait het op. Ik heb een andere tekst. Zeg maar. Donc c'est pour cette raison que dans des situations historiques similaires sont nécessaires des personnalités aux caractéristiques individuelles similaires qui peuvent jouer le rôle de chef, de dirigeant, de roi. Dus als we vergelijkbare historische situaties hebben, dan hebben we ook nood aan vergelijkbare mensen voor die situaties vorm te geven. Par exemple, des périodes où la lutte des classes a atteint une impasse, comme par exemple à la fin de la République romaine, à la fin de la Révolution française, ou alors après la guerre civile en Russie suite aux échecs des révolutions en Europe, sont nécessaires des hommes forts comme César, Napoléon ou Staline. Dus in periodes die op elkaar lijken, zoals bijvoorbeeld de periode na de burgeroorlog in de USSR, na het mislukken van de revoluties in Europa, dat het einde, bijvoorbeeld periodes zoals het einde van de Romeinse Republiek, of periodes zoals het einde van de Franse Revolutie, dat al die periodes vergelijkbaar met elkaar zijn en die periodes hebben dezelfde vergelijkbare individuen nodig, zoals de Romeinse Republiek Caesar, het einde van de Franse Revolutie Napoleon, na het mislukken van de revolutie in Europa, Stalin. Et donc de nouveau pour ça, je vous invite à lire le bouquin de Trotsky. En waarom moet je dat boek over Stalin lezen? Nog een keer. Donc, ceci nous mène aussi à la question du coup des individualités. Les individualités sont le résultat complexe de l'expérience individuelle vécue par chacun. Dus wat is een individu in feite? Een individu is een resultaat van alle individuele ervaringen dat iemand ooit in zijn leven gehad heeft. Mais ces expériences sont évidemment marquées par les conditions historiques dans lesquelles elles se font. Et donc c'est pour ça que dans des conditions historiques similaires apparaissent des individualités similaires. Maar die individuele ervaringen die hangen natuurlijk samen met de historische omstandigheden waarin je leeft. Daarom is het zo dat in gelijkaardige historische omstandigheden gelijkaardige individuen opstaan. Les grands individus, les grands hommes peuvent donc jouer un rôle décisif dans l'histoire, mais ce rôle est toujours conditionné. Dus grote individuen kunnen inderdaad een beslissende rol spelen in de geschiedenis, maar deze rol is altijd voorwaardelijk. Et conditionné par quoi? Eh bien, par le fait que ces grands hommes soient l'expression d'intérêts de millions de gens, de classes, intérêts qui sont eux-mêmes déterminés par les conditions historiques dans lesquelles se trouvent ces millions de gens. Dus
Deze rol wordt altijd bepaald door het feit dat deze grote mannen de uitdrukking zijn van de belangen van miljoenen mensen die op dat ogenblik leven, van de belangen van de klassen, die ook bepaald worden door de historische omstandigheden. L'échec ou la réussite d'une révolution peut se jouer sur un individu. Dus of een revolutie slaagt of mislukt, kan inderdaad afhangen van de kwaliteiten van één bepaald persoon. Mais pour cela, il faut déjà qu'il y ait un processus révolutionnaire, donc c'est-à-dire que les masses rentrent directement investissent directement le terrain où se joue l'histoire, et aussi que cet individu, ça soit à travers lui que les masses s'expriment, quoi. Maar in feite, die persoon die bepalend is voor het slagen of het mislukken van de revolutie, die staat niet op zichzelf. Er moet al een revolutionair proces zijn. Dat wil zeggen dat de massa's in het historisch proces al op de voorgrond getreden zijn. En dat wil ook zeggen dat dat individu gedragen wordt door de massa's en gezien wordt als een leider. Que cet individu soit porté comme dirigeant par les masses. Je reviendrai sur cette question donc, en fait, du rôle des révolutionnaires à la fin de mon exposé. Op het einde van zijn exposé zal ik daar nog op terugkomen. L'histoire pour les marxistes n'est donc pas un déterminisme absolu, déterminisme mécaniste simple, où toute chose est déjà prédéterminée, mais l'histoire n'est pas non plus que le résultat du hasard ou de la chance. Dus voor ons is de geschiedenis, voor ons Marxisten is de geschiedenis niet iets dat eenvoudig, mechanisch, gedetermineerd vaststaat van op voorhand, maar geschiedenis is ook voor ons niet het product van toeval en geluk. Et si l'histoire apparaît parfois comme le résultat du hasard ou de la chance, c'est parce que ce hasard et cette chance expriment de la nécessité. En als het toch kan lijken op een bepaald ogenblik dat er toch sprake is van toeval en geluk, dan is dat omdat dat toeval en de geluk de uitdrukking zijn van een historische noodzaak van iets. Évidemment, il ne faut pas comprendre cette nécessité historique comme s'appliquant du dehors de la vie des individus, des hommes et des femmes. Dus we mogen wel niet denken dat die historische noodzaak losstaat van de individuen die er leven in die maatschappij. Comme si cette nécessité n'avait rien à voir avec leur activité pratique réelle. Het is niet zo dat deze noodzaak niks zou te maken hebben met de concrete activiteiten van de mensen die op dat ogenblik leven. L'histoire est faite par les êtres humains, mais dans des conditions qui ne sont pas choisies par eux, et c'est de là que naît la nécessité. De geschiedenis wordt gemaakt door echte mensen, maar onder omstandigheden die ze nooit zelf gekozen hebben, en daaruit ontstaat in feite de noodzakelijkheid. Et ces conditions sont en fait le résultat, en dernière analyse, du fait que on existe en fait qu'il existe en fait un monde extérieur, indépendamment de notre pensée, sur lequel notre pensée n'a pas d'influence, et qu'en fait, pour vivre dans ce monde, eh bien, on doit le transformer. Dus in feite is er een wereld die buiten onszelf bestaat, die onafhankelijk is van onszelf, die zijn eigen wetten heeft, en om in die wereld te overleven, moeten we die kunnen transformeren. Transformer pour qu'ils répondent à nos besoins, à se loger, se nourrir, etc. Dus we moeten die transformeren. Waarom? Omdat we in onze eigen behoeften moeten kunnen voorzien. We moeten ons kunnen voeden, huisvesten, we moeten ons kunnen kleden. Et en faisant ceci, eh bien, les hommes vont nouer des rapports de production spécifiques. En door die transformatie in feite van al die mensen komen er specifieke productieverhoudingen tot stand. Mais ce qui va déterminer ces rapports de production, c'est donc finalement la capacité de transformer et de contrôler la nature, le monde extérieur. Maar hoe dat we die productieverhoudingen zien, is in feite hoe dat we het vermogen zien om deze buitenwereld te transformeren en te beheersen. Et c'est donc, c'est-à-dire en fait l'état de développement de leurs forces productives, les outils, la technologie, mais aussi la division du travail qui résulte de cette technologie. Dus productieverhouding, wat is dat eigenlijk? Dat is de stand van de ontwikkeling van de materiële productiekrachten, welke werktuigen worden gebruikt, welke technologieën zijn,
maar ook de arbeidsdeling die zij genereren. Les forces productives de l'humanité peuvent être définies comme la nature que les hommes transforment, les hommes eux-mêmes et tout ce qui lie les deux choses, donc c'est-à-dire l'outillage, la technologie, etc. Dus wat zijn de materiële productiekrachten eigenlijk? De materiële productiekrachten van de mensheid kunnen worden gedefinieerd als de natuur die de mensen transformeert, de mens zelf en al wat deze twee dingen met elkaar verbindt, werktuigen, machines. Et c'est sur ces rapports de production que va s'élever toute la superstructure sociale, politique et idéologique. En uit deze productieverhoudingen in feite komen ganse politieke, sociale en ideologische superstructuur, dat komt daaruit voort. Je vais prendre un exemple un peu pour éclairer ça. Ik zal een voorbeeld geven om het een beetje duidelijker te maken. Le développement de la manufacture et de l'industrie a permis une production capitaliste engendrant des classes qui ont des intérêts antagonistes, la bourgeoisie et la classe travailleuse, le prolétariat ou comment on l'appelle. Dus de ontwikkeling van de industrie heeft er in feite toe geleid in onze kapitalistische samenleving dat de kapitalistische productie mogelijk gemaakt wordt en er zijn klassen ontstaan die tegengestelde belangen hebben. De klasse van de loonarbeiders en de klasse van de eigenaars, de kapitalistische klasse. Ces rapports capitalistes, eh bien, ils n'étaient pas possibles à l'Antiquité, tout simplement parce qu'en fait, les forces productives n'étaient pas assez développées pour permettre une généralisation de la production en vue de l'échange. Dus deze kapitalistische verhoudingen in feite, waren nog niet mogelijk in de oudheid. Waarom niet? Omdat in de oudheid de productiekracht nog niet genoeg ontwikkeld waren. We konden nog geen veralgemening van de productie hebben. Et je fais de nouveau un petit excursus, mais c'est un peu ce que Kay disait dans son exposé quand il disait que l'apparition des classes était due à la capacité de produire et d'accaparer un surplus. Voilà, Dus, c'est la même chose. Ik refereer naar wat Karl daar even gezegd heeft, dat de klassen ontstaan in feite op het moment dat er een overschot is. Et sur base de ces rapports de classe aux intérêts antagonistes, eh bien, sur base de ces rapports de classe antagonistes qui prennent leurs racines dans les rapports de production, va se lever toute la superstructure politique et idéologique et en premier lieu l'État moderne. Dus op basis van deze klassenverhouding met tegengestelde belangen, die hun oorsprong hebben in de productieverhoudingen, zal heel de politieke bovenbouw ontstaan. En wat is de politieke bovenbouw? De eerste plaats is dat de moderne staat. L'État moderne, comme l'État féodal ou l'État antique, est la preuve que la société est divisée en classes sociales aux intérêts antagonistes. Dus de moderne staat is eigenlijk het bewijs van de verdeling van de maatschappij in twee klassen. L'État est en fait, en dernière analyse, un détachement bureaucratico-militaire en défense des intérêts de la classe dominante et dans le cas de l'État moderne, de la bourgeoisie. Dus in laatste instantie is in feite de staat in feite een bureaucratisch-militair orgaan die de gemeenschappelijke belangen van de burgerij als geheel verdedigt. Les rapports idéologiques trouvent aussi leurs racines dans ces rapports de production et ces divisions en classes. Ook de ideologische relaties in feite vinden hun oorsprong in deze productieverhoudingen. Les idées dominantes d'une société sont la plupart du temps les idées de la classe dominante. Dus de ideeën die in de maatschappij opgang maken, dat zijn altijd de ideeën van de heersende klasse. En effet, ceux qui possèdent les moyens de production matériels, comme par exemple les imprimeries, les médias, le papier, la terre, etc., eh bien, possèdent du même coup les moyens de production finalement idéologiques. Dus degenen die de materiële productiemiddelen bezitten, bijvoorbeeld de drukkerijen, de banken, het land, die hebben ook eigenlijk de mogelijkheid om de ideologische productiemiddelen te verspreiden. Dus hun manier van denken via hun kranten bijvoorbeeld. Mais l'explication marxiste de l'histoire ne s'arrête pas ici. Maar Marx gaat verder met zijn uitleg. Hij stopt hierbij niet. Il explique aussi que dans un premier temps, en fait, les rapports de production existants vont permettre le développement des forces productives. Dus hij zegt dat de productieverhoudingen de ontwikkeling van de productiekrachten mogelijk maken. Mais qu'à partir d'un certain moment, ces rapports de production vont devenir trop étroits pour les forces productives.
Maar die verhoudingen zullen op een bepaald ogenblik te benepen worden voor die productiekrachten en zullen een rem vormen op de ontwikkeling. Et donc devenir un frein à leur développement. Et c'est actuellement ce qui se passe avec le capitalisme, et on observe ceci dans les crises économiques du capitalisme, les crises de surproduction. En dat is wat er in feite nu aan het gebeuren is onder het kapitalisme. En dat uit zich in economische crisissen, de crisissen van overproductie. Et il ne faut pas comprendre le terme de crise de surproduction comme dans le sens où on produirait trop par rapport aux besoins. Ze moeten niet denken dat overproductie wil zeggen dat er te veel wordt geproduceerd. Mais c'est qu'en fait, la production capitaliste produit trop par rapport aux capacités du marché capitaliste à écouler les marchandises. Dat wil gewoon zeggen dat er te veel geproduceerd wordt in verhouding tot de producten dat de mensen nodig hebben. Et avec cette période où les rapports de production deviennent des freins au développement des forces productives, eh bien on s'ouvre des moments en fait de révolution sociale. En op dat ogenblik, waar we nu in zitten, is er ook de mogelijkheid die kan geboden worden op een sociale revolutie. Révolutions sociales qui ont pour objectif de renverser les anciens rapports sociaux et en particulier les rapports de production pour les remplacer par des nouveaux qui sont en adéquation avec l'état des forces productives. En in feite, deze periode kan in feite een tijdperk inluiden van sociale revolutie. En dat is erop gericht om de oude sociale verhoudingen, dus de productieverhoudingen, omver te werpen. En ze vervangen door nieuwe die overeenkomen met de productiekrachten. Et ce que je viens d'expliquer, eh bien, c'est le résultat de l'histoire humaine, mais aussi les conditions dans lesquelles les hommes font leur histoire. Dus dat is en het product van de menselijke geschiedenis, maar ook de omstandigheden waarin dat de mensen de geschiedenis maken. Donc maintenant qu'on a déterminé le rôle des individus et des grands individus dans l'histoire, ainsi que les conditions dans lesquelles ils font l'histoire, Dus nu hebben wij al een aantal dingen gezegd over de individuen en de geschiedenis. En ook het belang dat individuen kunnen hebben in de historische ontwikkeling. mais je vais prendre un exemple historique. Ik zal nu een ander historisch voorbeeld geven. Certains historiens ont tenté d'expliquer les horreurs du nazisme par la personnalité monstrueuse d'Hitler. Dus sommige historici hebben er geprobeerd om de gruwelen van het nazisme te verklaren door te zeggen dat Hitler en de andere nazi-leiders monsters waren. Le problème de cette explication, c'est qu'elle n'explique pas grand-chose en fait. Maar het probleem is dat niet alles te verklaren is. En effet, pourquoi est-ce que le fascisme a émergé à ce moment-là et pas plus tôt ou plus tard? Et pourquoi est-ce qu'on a vu apparaître alors ce même type d'individus fascistes en Italie avec Mussolini, Franco, etc. Au même moment, dans la même période historique. We kunnen ons de vraag stellen, waarom kon Hitler in die tijd de macht grijpen en niet 10 jaar eerder? Waarom, als Hitler de macht gegrepen heeft, waren er ook andere mensen die op hem leken, zoals Mussolini en Franco, die ook de macht grepen. Dus deze bepaalde historische periode had je 3 van die mensen. Hitler a certainement marqué le cours de l'histoire par ses actions, mais l'analyse ne peut pas s'arrêter là. Dus Hitler zelf als individu heeft natuurlijk zijn stempel gedrukt op de geschiedenis, maar de analyse kan daar niet stoppen. Tout d'abord, Hitler est le produit de son époque historique et de sa situation. Dus Hitler is in de eerste plaats zelf het product van de geschiedenis, van zijn eigen situatie. Celle de l'humiliation de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale et incarnée par le traité de Versailles, et celle d'une situation de petits bourgeois dans une époque du capitalisme en crise. Dus wat was de situatie waar Hitler ontstond? Dat was de vernedering na de Eerste Wereldoorlog, die van Duitsland belichaamd in het verdrag van Versailles. En ten tweede de kleinburgerlijke situatie in een tijdperk van crisiskapitalisme. Mais aussi et surtout, en fait, Hitler a été la cristallisation des idées, des envies, des intérêts et des préjugés d'une large couche en fait, de petits bourgeois appauvris par l'hyperinflation qu'a connue la République de Weimar et par la Grande Dépression. Dus Hitler was ook de kristallisatie van ideeën, verlangens, belangen en vooroordelen van een grote laag van kleinburgerij
die verarmd waren door de hyperinflatie van de Weimarrepubliek en die verarmd waren door de Grote Depressie. Et en fait, cette petite bourgeoisie, elle s'est retrouvée entre d'un côté un capitalisme monopoliste et de l'autre côté une classe ouvrière qui tournait vers le communisme. Dus, en die kleinburgerij was gebrand eigenlijk tussen een periode van depressie en een beweging naar het communisme. Et si vous ne le saviez pas, à l'époque en Allemagne, de 18 à 23, donc juste à la fin de la guerre, eh bien, il y a eu une révolution, toute une période révolutionnaire qui a mis fin à la Première Guerre mondiale, qui a mis fin à l'Empire et aux royautés en Allemagne, et qui a même connu une éphémère république des conseils en Bavière. Dus voor geval dat het u niet wist, Duitsland had een periode gekend van 1918 tot 1923, een gans revolutionaire periode, die einde gemaakt heeft aan de Eerste Wereldoorlog, aan het keizerrijk en zelfs in Beieren was het kortstondig een radenrepubliek. Et donc cette petite bourgeoisie ruinée a été la base sociale qui a permis la montée du fascisme et avec l'appui de la grande bourgeoisie et à cause de la division du mouvement ouvrier à l'époque en Allemagne qui a permis la victoire du fascisme en Allemagne. Dus in feite was die kleinburgerij die gerenueerd was in feite de sociale basis voor de opkomst van het fascisme. En met de steun van de Duitse burgerij en door de verdeeldheid van de Duitse arbeidersklasse heeft dat allemaal samen de overwinning van het fascisme mogelijk gemaakt. Hitler, la montée d'Hitler au pouvoir et le fascisme sont donc un résultat de conditions historiques, de tout un processus historique. Dus de opkomst van Hitler is in feite geen geval op zichzelf, maar het resultaat van een heel historisch proces. Mais ça ne signifie pas pour autant que la victoire d'Hitler ou du fascisme en Allemagne était inévitable. Maar dat betekent niet dat de overwinning van Hitler onvermijdelijk was. Si le mouvement ouvrier avait mené une politique de front uni sur base d'un programme antifasciste qui menait à des conclusions révolutionnaires et socialistes, eh bien, le mouvement ouvrier aurait pu battre le mouvement fasciste. Maar de arbeidersbeweging had ze een beleid gevoerd van een verenigd arbeidersfront, van alle arbeidersorganisaties op basis van een antifascistisch programma, dan had zij de fascistische beweging kunnen verslaan. Et on voit ici que ce qui a manqué en fait au mouvement ouvrier, c'est une direction révolutionnaire. En hier zien we in die tijd in Duitsland wat ontbrak er, een echt revolutionair leiderschap. C'est-à-dire en fait d'individus qui sont organisés et armés théoriquement et implantés dans les masses. Dat wil zeggen, wat is dat? Dat zijn georganiseerde, een theoretisch bewapende leiderschap die gebaseerd is op de massa. Et donc ici, ici je rajoute un petit truc. Ah, okay. Et donc cet exemple historique du fascisme met en évidence le rôle des individus de l'histoire de deux manières. Dus dit voorbeeld van Duitsland geeft op twee manieren een betekenis aan de rol van het individu. De manière affirmative avec Hitler qui incarnait la petite bourgeoisie paupérisée. Dus aan de ene kant omdat Hitler de reïncarnatie was van de verpauperde kleinburgerij. Et de manière négative par l'absence d'une direction révolutionnaire qui aurait pu permettre la victoire du mouvement ouvrier en Allemagne. En ook op een negatieve manier dat er dus een gebrek was aan een revolutionaire leiding. Dat maakte dat Hitler aan de macht kon komen. Ce type d'explication, par des caractéristiques individuelles, on la retrouve encore aujourd'hui. En vandaag zien we nog de uitleg van historische gebeurtenissen aan de hand van individuele karaktertrekken. Notamment pour décrire la montée d'individus réactionnaires comme Trump, Marine Le Pen, Zemmour, Bolsonaro. Dus bijvoorbeeld de afgelopen jaren, wie hebben we allemaal zien opkomen? Trump, Bolsonaro, Marine Le Pen, Zemmour, Tom van Rieken in België. Beaucoup de commentateurs expliquent leur montée par leur démagogie, leur forte personnalité ou je ne sais quelle autre caractéristique individuelle. En veel politieke commentatoren die leggen dat uit, die zeggen ja, die mensen komen aan de macht, want
Ze hebben demagogisch talent, retorische vaardigheden, het zijn sterke persoonlijkheden. Mais si un cas peut être expliqué par ses caractéristiques, quand on voit la répétition d'un cas comme ça, de cas similaires un peu partout dans le monde, dans une période de temps assez restreinte, l'explication ne tient plus. Maar het feit dat vandaag al die verschillende personen opduiken in allemaal verschillende landen, toont dat er meer aan de hand is. En fait, la montée de tels individus n'a lieu que parce qu'on est face à une situation de polarisation politique et de fragmentation politique au sein de la société. Dus de opkomst van dergelijke individuen komt in feite door het feit dat we in de samenleving aan de ene kant hebben een proces van polarisatie, aan de andere kant hebben we versplintering. Et ce processus qui mène à l'effondrement des partis du centre et du statu quo. En dat resulteert natuurlijk in een ineensrompeling van de centrumpartijen. Et de la même manière, on voit apparaître de l'autre côté du spectre politique des partis plus à gauche que la social-démocratie traditionnelle, et des partis parfois même simplement des personnalités, comme Sanders, Corbyn, ou en Belgique le PTB, et Mélenchon en France. Dus, en aan de andere kant van de politiek duiken natuurlijk ook persoonlijkheden op die links staan van de traditionele sociaaldemocratie. Bijvoorbeeld Corbyn in Engeland, PTB in België. Et la base sociale de cette polarisation politique, de cette montée de Trump, de Zemmour, etc., eh bien, trouve en fait sa base sociale dans la crise organique du capitalisme. De sociale basis voor de opkomst van dergelijke figuren zoals Trump bijvoorbeeld, is in feite de crisis van het kapitalisme. En fait, la classe capitaliste, en période de crise du capitalisme, de crise organique du capitalisme, elle peut plus permettre les réformes qu'elle pouvait auparavant. Dus de kapitalistische klasse kan zich niet meer de hervormingen veroorloven, zoals dat ze in het verleden de sociale vrede afgekocht hebben om klassenconflicten te vermijden. Lorsque des réformistes arrivent au pouvoir, eh bien, ils mènent des contre-réformes. En wanneer partijen aan de macht komen die hervormingsgezind zouden zijn, dan voeren zij in feite geen hervormingen door, maar contra-hervormingen. Et cet exemple de la montée de l'extrême droite est en fait assez intéressant pour le rapport entre individus et demande sociale, pour la question du rôle des individus dans l'histoire. Dus de opkomst van extreem rechts, vandaag bijvoorbeeld, is een interessant voorbeeld van de relatie tussen het individu en de sociale eisen, de relatie tussen toeval en noodzakelijkheid. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en Wallonie, il y a aussi ce potentiel pour le développement d'une extrême droite. Maar in Wallonië is er jammer genoeg ook een potentieel voor ontwikkeling van extreem rechts. Et pourtant, ceci ne s'exprimait d'aucune manière concrète pour l'instant. Maar voor het ogenblik is er nog niet tot uiting gekomen in een of andere partij. Alors il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça, hein. La montée du PTB, la force du mouvement ouvrier wallon. Dus we kunnen het verklaren door de grote aanwezigheid van de PTB, het belang van de Waalse arbeidersbeweging, de sterkte van die arbeidersbeweging. Mais je crois qu'il y a aussi en fait, la faiblesse et la nullité des individus en fait, d'extrême droite en Wallonie. Maar wat dat er ook opvallend is dat personen van extreem rechtse signatuur die opstaan in Wallonië, dat die in feite zwak zijn en niet veel voorstellen. Et donc là aussi, j'ajoute une phrase. Mais donc ça veut dire, ça veut dire que la Wallonie n'est pas non plus à l'abri d'un développement d'une extrême droite dans une période de crise du capitalisme. Maar het is wel mogelijk dat dat wel ontstaat. Dat er op een bepaald ogenblik wel een extreemrechtse beweging ontstaat in Wallonië. We kunnen dat niet uitsluiten. Hè? C'est ça. Je crois. Oui. Donc maintenant qu'on a vu ces deux exemples, hein, Hitler et la montée des réactionnaires aujourd'hui, ben, je vais venir sur la question qui nous concerne nous en tant que militants révolutionnaires qui voulons lutter pour une société débarrassée de l'oppression, de l'exploitation, une société socialiste. Eh bien, c'est quel rôle on peut jouer dans cette lutte en fait, pour la transformation de la société. Dus we hebben die historische voorbeelden gezien en nu komen we aan de essentie van de rol van de individu in de geschiedenis. Wij als revolutionaire activisten
die willen strijden voor een maatschappij vrij van uitbuiting en onderdrukking. Welke rol hebben wij te spelen in de socialistische transformatie van onze maatschappij? L'approche que je vais prendre va être une approche historique. Ik zal deze vraag benaderen met een historische benadering. Donc, dans l'histoire moderne, on a vu plein de développements révolutionnaires. Hein. La Commune de Paris en 1871, la Révolution allemande de 1923, les deux révolutions chinoises et puis après le printemps arabe, etc. mai 68. Dus we hebben in de moderne geschiedenis al veel revolutionaire processen gezien. De Commune van Parijs, 1871, de Duitse Revolutie, 1917-1923, de Eerste Chinese Revolutie, 1921-27 en de Tweede, 1949, de grote stakingen van mei 68, de Anje-revolutie in Portugal in 1973, de Arabische lente. Et certaines de ces révolutions ont mené la classe ouvrière à la victoire, c'est-à-dire ces révolutions ont permis la destruction de l'ancien État bourgeois et son remplacement par un nouvel État, un État ouvrier. Sommige hebben geleid tot een overwinning van de arbeidersklasse, dat wil zeggen de vernietiging van de oude staat van uitbuitende klassen, en zijn vervangen geweest door arbeidersinstellingen, zoals de Oktoberrevolutie 1917 in Rusland. Comme la révolution russe en 1917. Et d'autres, comme par exemple la guerre civile espagnole de 31-39, ont fini sur un échec de la classe ouvrière et dans le cas de l'Espagne, par la victoire des fascistes. Dus aan de ene kant hebben we dus de overwinning van de Oktoberrevolutie in Rusland, 1917. Aan de andere kant hadden we de Spaanse burgeroorlog van 1931 tot 1939, die geëindigd is in een vreselijke nederlaag. Niet enkel een nederlaag voor de arbeidersklasse, maar een machtsovername door Franco en de vestiging van een fascistisch regime dat stand gehouden heeft tot 1970. Et donc la question qu'on peut se poser maintenant est la suivante, c'est pourquoi dans certains pays comme en Russie, la classe ouvrière a réussi à prendre le pouvoir, et puis dans d'autres, comme en Allemagne, elle a échoué. En Espagne aussi. En Espagne, excusez-moi. En Allemagne aussi, elle a échoué, mais... Dus de vraag is in feite, hoe verklaren we dat in Rusland het wel gelukt is en de arbeidersklasse erin geslaagd is de macht te grijpen, in andere landen zoals Spanje dat het niet gelukt is. Concernant la révolution espagnole, certains prétendus marxistes ont tenté d'expliquer l'échec de la révolution par l'immaturité de la classe ouvrière espagnole. Wat bijvoorbeeld de Spaanse revolutie betreft, sommige mensen, zogezegde marxisten, hebben gezegd van de mislukking van de revolutie in Spanje, dat komt omdat de Spaanse arbeidersklasse onvolwassen was. Et ce type d'explication, on le retrouve en fait très souvent quand la classe ouvrière échoue. En deze type van verklaring wordt in veel gevallen gezegd, het is de schuld van de arbeidersklasse zelf. Mais en fait, ce type d'explication ne passe pas l'épreuve du réel et en fait cherche souvent à remettre la faute de l'échec sur la classe ouvrière. Maar dit soort verklaringen doorstaat de toets niet van de werkelijkheid. En het is in feite verkeerd om de mislukking van de revolutie af te schuiven op de arbeidersklasse zelf. Plutôt que sur les politiques menées par les directions des mouvements ouvriers à l'époque. Et finalement, cette posture permet de justifier l'inaction politique. In feite zeggen dat de arbeidersklasse zelf de schuld is, in plaats van te zeggen dat het beleid van de leiders van de arbeidersbeweging de schuld had. Lors de la Révolution espagnole, on a vu le développement de conseils ouvriers qui ont tenté de prendre le contrôle de leur usine, de conseils de paysans qui ont tenté de même collectiviser la terre, donc qui ont été plus loin qu'en Russie. Dus in de Spaanse revolutie hebben we veel voorbeelden van arbeiders en boeren gezien, die de controle over hun fabrieken namen, die de controle over het land namen, en ontwikkeling van boerenraden en arbeidersraden naar het voorbeeld van de Sovjet-Unie. Et donc ceci montre que la classe ouvrière, elle n'était pas immature, elle n'était pas inactive. Dit voorbeeld toont aan dat de arbeidersklasse in Spanje helemaal niet inactief was of niet volwassen genoeg. Et si ces révolutions ont échoué, c'est principalement parce que
direction révolutionnaire du mouvement ouvrier, eh bien, les directions, non, justement. C'est parce que les directions, j'ai été perturbé parce que quelqu'un passait, il me regardait. Donc c'est parce que les directions du mouvement ouvrier à l'époque ont joué le rôle de frein au processus révolutionnaire. Dus wanneer zo'n revolutie mislukt in de geschiedenis van de arbeidersbeweging, dan is dat vooral dat de leiders van die arbeidersbeweging, of dat nu partijen zijn of vakbonden, maar die leiders, die fungeren als een rem in plaats van als iets positiefs. En fait, le fait même qu'il y ait un processus révolutionnaire montre la nécessité d'un changement social et la préparation des masses à ce changement. Het feit alleen al dat een revolutionair proces ontstaan is, bewijst al dat de maatschappij klaar is om dat revolutionair proces te ontvangen. Et donc les causes de l'échec des révolutions ne viennent pas des conditions objectives, mais en fait des directions, c'est-à-dire des individus à travers lesquels s'expriment les masses. De mislukking van revoluties is in feite niet te wijten aan objectieve omstandigheden, maar aan de rol dat de leiding speelt. En de leiding is in feite de massa's drukken zich uit door die leiding. Toutes les révolutions sont caractérisées par de la spontanéité. Dus alle revoluties hebben één gemeenschappelijk kenmerk, spontaniteit. Dans tout processus révolutionnaire, des millions de gens spontanément descendent dans la rue alors qu'avant ils ne s'intéressaient pas à la vie politique. Bij alle revolutionaire processen overal gaan mensen, miljoenen mensen, spontaan de straat op. Mensen die nooit betrokken waren bij politiek, zijn opeens betrokken. Et si cette spontanéité est une force, l'histoire nous a montré qu'elle n'était pas suffisante pour mener la classe ouvrière à la victoire. En deze spontaniteit is een zeer grote kracht, maar de geschiedenis heeft ons geleerd dat die kracht alleen niet volstaat om het kapitalisme omver te werken. En fait, que ce soit la plus petite des grèves ou la plus grande des révolutions, et aussi spontanées qu'elles peuvent paraître, eh bien, il y a toujours des individus et des organisations qui vont jouer le rôle de direction. En fait, dans tout mouvement, il y a toujours une direction. Als het nu gaat om kleine stakingen of grote revoluties, hoe spontaan dat die ook ontstaan zijn altijd individuen of organisaties die de rol van leiders gaan spelen. Les masses, qu'on le veuille ou non, s'expriment à travers des directions. Et c'est de nouveau ici qu'on retrouve le rapport entre accident et nécessité. De massa's, of ze dat nu leuk vinden of niet, gaan zich altijd veruitwendigen door organisaties of personen die ze vertrouwen. Il y a toujours quelqu'un qui donne l'idée de faire grève, qui propose de faire une AG, qui donne les mots d'ordre, etc. Er is altijd wel iemand die met een idee komt om te gaan staken. Er is altijd iemand die een slogan ontwerpt. Et parfois, ces personnes, ces directions peuvent jouer un rôle de frein, comme par exemple quand ils disent qu'il ne faut pas faire grève ou ne pas occuper l'usine parce que c'est la propriété du patron. En soms kunnen deze leiders in feite een rem zijn voor de staking bijvoorbeeld, om te zeggen, ja maar ja, fabriek, we kunnen dat niet bezetten, want dat is, de baas is de eigenaar, we kunnen niet aan het eigendom van de baas komen. L'histoire, pour les marxistes, est un processus de lutte des classes, mais ceci n'est pas automatique. Le processus de lutte des classes n'est pas un processus automatique. Voor Marxisten is de geschiedenis in feite een proces van klassenstrijd. Maar dit proces verloopt niet automatisch vanzelf. Dans le processus de la lutte des classes, les classes vont créer des organisations qui vont avoir un certain degré d'indépendance, qui pourront être déformées, et dans les moments cruciaux, eh bien, ces organisations qui peuvent jouer le rôle de direction peuvent jouer un rôle décisif. In het proces, in het strijdproces in feite, creëren de klassen zelf verschillende organen die een belangrijke en onafhankelijke rol gaan spelen. En op cruciale momenten kan dat politiek leiderschap even beslissend zijn als een opperbevelhebber is in een kritiek moment in een oorlog. Alors je sais que parfois le terme de parti n'est pas apprécié à gauche, parce que c'est vrai que quand il y a des partis de gauche qui sont au gouvernement, eh bien, ils mènent des politiques de droite. Dus de term partij heeft een zeer slechte bijklank, ook bij linkse mensen, omdat partijen, zelfs linkse partijen, wanneer ze aan de macht komen, voeren soms een rechtsbeleid. Mais
Mais si les marxistes veulent construire et construisent ces organisations politiques, et en particulier des partis et une internationale, ben c'est pour défendre en fait leur politique au sein du mouvement ouvrier. Dus, maar als wij als Marxisten een politieke organisatie willen opbouwen, dus partijen en een internationale, dan is dat om ons beleid binnen die arbeidersbeweging te verdedigen. Et pour tenter de construire une direction révolutionnaire qui pourra permettre à la classe ouvrière de prendre le pouvoir. En om te proberen een revolutionaire leiding op te bouwen die de overwinning van de revolutionaire processen kan mogelijk maken. Et c'est en s'organisant sous la forme de parti que les marxistes seront le plus efficaces. Als we ons organiseren in de vorm van een partij, zullen we op die manier wel veel effectiever zijn. Et pourquoi est-ce que c'est de cette manière qu'ils seront plus efficaces? En waarom is dat zo? Parce qu'en fait, la classe ouvrière, elle est traversée par plein de couches différentes. Il y a certains travailleurs qui pensent que le capitalisme, eh bien, c'est le meilleur système qui peut exister. Dus in feite is de arbeidersklasse geen homogene massa, bestaat uit verschillende lagen. Sommige arbeiders denken, ja, het kapitalisme is zo slecht nog niet. D'autres qui n'aiment pas le capitalisme, mais qui pensent qu'il n'y a pas de solution, que finalement, il n'y a pas d'alternative. Anderen dan weer zijn niet voor het kapitalisme, maar denken er is niks anders mogelijk. Et puis, enfin, des derniers qui pensent que le capitalisme doit et peut être inversé et remplacé par une société socialiste débarrassée de l'exploitation. En dan heb je nog een andere deel van de arbeidersklasse die denkt van oké, goed, kapitalisme moet vervangen worden en we moeten revolutie maken. Et si ces derniers eh bien, s'organisent sous la forme de partis avec un programme commun, eh bien, ils seront plus efficaces. Vandaag is deze laatste groep die revolutie wil nog altijd in de minderheid. Le rapport entre classe, parti et direction eh bien, est mis en évidence à travers le cas de la révolution russe. Wacht, j'ai oublié quelque chose. Dus die laatste groep is nog altijd in de minderheid, maar wij hebben de taak om de andere lagen van de arbeidersklasse te overtuigen en hun vertrouwen in de strijd te winnen. Nu gaan we het hebben over de relatie tussen partij, klasse en leiding. Oui, et donc dans la révolution russe. In de Russische revolutie. Ouais. Donc, dans ce cas-ci, eh bien, la direction de la révolution a mené une politique révolutionnaire qui a permis à la classe ouvrière de prendre le pouvoir. Dus in het geval van Rusland is de Russische revolutionair beleid is erin geslaagd om de revolutie tot een goed einde te brengen. Et dans ce cas, le rôle d'individus, comme par exemple Lénine ou Trotsky, a été d'une extrême importance. En in dit geval is de rol van individuen zoals Lenin en Trotsky zeer belangrijk geweest. Donc la révolution russe, elle débute en février 1917, enfin en mars dans notre calendrier, mais en février dans le leur. Dus de revolutie is begonnen in februari 1917. In onze kalender was dat in maart 1917. Et à ce moment-là, ni Lénine ni Trotsky sont en Russie. En op dat ogenblik waren nog Lenin nog Trotsky aanwezig in Rusland. Et à l'époque, le parti bolchevique mène une politique qui est complètement pitoyable. En de leiding van de Bolsjewieken op dat ogenblik voerde een zeer slecht beleid. Ils sont complètement pris à court et se rangent derrière le gouvernement provisoire au lieu de mettre en avant des mots d'ordre comme tout le pouvoir soviétique, comme la fin de la guerre, comme le partage des terres. Dus de Bolsjewieken op dat ogenblik waren volledig overrompeld. Ze kozen zelfs de kant van de voorlopige regering. En op een bepaald moment waren ze niet in staat om slogans naar voren te brengen. Ze zeiden zelfs tegen de arbeiders, ga terug naar huis. Oui, donc soviet, je vais vite, parce que j'ai dit le terme, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc c'était en fait des conseils d'ouvriers, de paysans et de soldats qui en fait pouvaient jouer et ont joué le rôle d'organe de base pour un nouvel État. En de Bolsjewieke partij op dat ogenblik had helemaal niet de slogan, het einde van de oorlog, alle macht aan de Sovjets. Sovjets zijn een soort raden van arbeiders en boeren. Die hadden kunnen gebruikt worden om als basis te dienen voor een nieuwe staat. Deze politiek hadden ze niet. Et si je me souviens bien, même dans les premiers jours de février, le parti bolchevique disait aux ouvriers de rentrer chez eux. Ja. Et donc, en fait, c'est Lénine qui, quasi seul, en revenant en avril, qui va permettre en fait, au parti bolchevique de tenir
des idées et des mots d'ordre qui sont corrects pour permettre la victoire de la révolution. Het was Lenin zelf, hij alleen in feite, die in april terugkwam in de Sovjet-Unie. En de partij niet zonder moeilijkheden, want in het begin stond hij helemaal alleen, de ideeën en perspectieven en revolutionaire leuzen aanbood die nodig waren om de massa's voor zich te winnen en de revolutie te laten zegevieren. Et donc on voit bien ici le rôle central que peut jouer un individu dans un processus révolutionnaire. En hier zien we eigenlijk de centrale rol die een individu kan spelen in een revolutionair proces. Cependant, il ne faut évidemment pas tomber dans la caricature. Lénine, sans le parti bolchevique, n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait. Maar we mogen er ook geen karikatuur van maken. Want Lenin, zonder de Bolsjewieke partij, had Lenin niet kunnen zijn. Hij had zijn rol niet kunnen spelen. Et déjà simplement parce que Lénine n'est pas né Lénine, il est finalement le résultat. Il est en fait le résultat de toutes les leçons apprises par les bolcheviks dans la période précédente. Want Lenin is niet als Lenin geboren. Lenin is in feite alle lessen die getrokken zijn door Hans de geschiedenis van de Bolsjewieken zijn gekristalliseerd in de figuur van Lenin. Lénine n'aurait pas existé sans le parti bolchevique. En zonder de partij had hij niet kunnen bestaan. Donc, on peut dire que Lénine a fait du parti bolchevique un parti révolutionnaire et le parti bolchevique a fait de Lénine un leader révolutionnaire. We zouden kunnen zeggen dat in feite Lenin van een partij een Bolsjewieke revolutionaire partij gemaakt heeft voor het proletariaat. En die partij heeft van Lenin de revolutionaire leider gemaakt die hij geweest is. Sans Lénine, le parti bolchevique à l'époque serait certainement à un moment ou à un autre arrivé aux mêmes conclusions que Lénine, mais beaucoup plus tard et au prix de débats difficiles et de temps, certainement. Dus zonder Lenin zou de Bolsjewieke partij zeker tot dezelfde conclusies zijn gekomen, maar veel later en ten koste van wat? Et est-ce que le parti bolchevique aurait été prêt pour la prise du pouvoir en octobre? Ça, on ne peut pas le dire, mais ça aurait pu être non. En we kunnen ons afvragen, hadden ze toen klaar geweest voor oktober? Misschien niet. Et comme Lénine était le produit du parti bolchevique à l'époque, le programme et les traditions des bolcheviques étaient eux-mêmes le résultat de siècles de leçons issues de la lutte des classes et de l'abondant matériel théorique qui a été légué par Marx, Engels, Luxembourg et d'autres grands noms du socialisme. Dus in feite, Lenin is het product van de partij van de Bolsjewieken en het programma en de tradities van de Bolsjewieken zijn op hun beurt het product niet van tientallen jaren ervaring, maar van lessen die eeuwenlang getrokken zijn uit de algemene ervaring van de klassenstrijd. En die lessen kunnen we terugvinden in het theoretische materiaal dat geschreven werd door Marx, Engels, Lenin, Rosa Luxemburg en alle andere vooraanstaande voorstanders en verdedigers van de ideeën van het wetenschappelijk socialisme. Ceci explique pourquoi, pour les marxistes, le rôle de la théorie et de la formation est très important dans la création d'une organisation révolutionnaire. Dus dit onderstreept waarom dat voor Marxisten de theorie zo belangrijk is. En onderwijs is zo vitaal bij het opbouwen van een evolutionaire organisatie. Zonder dit onderwijs en zonder de theorie zullen de lessen van de vroegere generaties roemloos verloren gaan. Sans une telle éducation, eh bien, les leçons apprises par toutes les anciennes générations de militants seraient perdues. Et donc, en fait, ce n'est qu'en nous ancrant dans les idées du marxisme que nous pouvons nous assurer que nous pouvons nous assurer d'apprendre les leçons de l'histoire de la lutte des classes, de l'histoire du mouvement ouvrier. Alleen door ons te grondvesten op de ideeën van het marxisme kunnen we ervoor zorgen dat elke beweging niet voor zichzelf het warm water moet uitvinden en de lessen van de geschiedenis opnieuw moet leren. Et une organisation permet en fait de transmettre toutes ces conclusions, auxquelles sont arrivées les générations de militants avant nous.
En een organisatie is in feite het doorgeefluik van alle conclusies die getrokken zijn door strijden uit het verleden. Et c'est pour cette raison qu'on tente de construire en Belgique Vaincre Révolution et dans le monde la tendance marxiste internationale. En dat is wat we proberen te doen met de INT in de wereld en met Vaincre Révolution in België. Voilà, j'ai fini. Merci.